Bonjour à tous et merci d'être là pour ce 230e briefing. Tu es beau, Pavel, ne t'inquiète pas. Nous sommes de retour aujourd'hui. Alors, je remplace le président Chenesso qui est en mission à Paris en ce moment, aux côtés de Igor d'ailleurs. Et il m'a demandé de le remplacer pour ce briefing. Et le suivant, dont on va vous parler un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, vous imaginez bien qu'on a beaucoup d'informations. Beaucoup de questions, bien évidemment, sur tout ce qui est diplomatique, tout ce qui se passe en ce moment. Euh, mais il y a aussi des aspects économiques et politiques dont on tient à vous parler. Et c'est ce dont va parler Arnaud dans un premier temps, avant qu'on touche à toutes les questions diplomatiques avec Igor, qui vous en parlera dans un second temps. Les questions diplomatiques qui prennent beaucoup d'importance. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer les rythmes de nos briefings. Au lieu d'en avoir un par semaine le jeudi, nous allons en avoir deux par semaine, le lundi et le jeudi à 17h30. Celui de lundi sera exclusivement sur consacré aux aspects diplomatiques et au règlement du conflit ukrainien. Donc le prochain briefing aura lieu lundi, je vous le rappellerai en fin bien évidemment d'émission, mais le prochain briefing aura lieu lundi prochain à 17h30 que sur les questions consacrées aux aspects diplomatiques et au règlement du conflit ukrainien. Mais dans un premier temps, je passe la parole à Arnaud qui va nous parler bien évidemment de tous les aspects économiques et politiques parce qu'il y en a beaucoup en Russie en ce moment. Donc Arnaud, la parole est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, les dossiers économiques gardent leur importance malgré l'actualité politico-stratégique très dense. Premier point sur lequel je souhaite revenir, ce sont les nouvelles prévisions macroéconomiques publiées par la Banque de Russie vendredi dernier, à l'issue de la réunion de ses directeurs. Alors, la semaine dernière, vous le savez, la Banque centrale a décidé de maintenir à 21% son taux directeur. Et dans la foulée, elle a publié ses nouvelles prévisions à moyen terme. Que faut-il en retenir? D'abord, que la Banque de Russie voit l'inflation fin 2025 entre 7 et 8%, alors que précédemment, elle pensait que l'inflation ne serait que de 4,5 à 5. Donc une révision à la hausse du niveau de l'inflation pour 2025. Un taux de croissance situé entre 1 et 2%, contre 4,1 selon les chiffres provisoires en 2024, donc un ralentissement de l'activité qui était prévu. Pour ce qui est des taux d'intérêt, le scénario de base, c'est-à-dire celui qui est considéré comme le plus vraisemblable par la Banque de Russie, voit ce taux directeur situé entre 19 et 22%. En d'autres termes, on n'est plus forcément dans une trajectoire de baisse ou de baisse significative et rapide du taux directeur. En tout cas, c'est ce que pense la Banque centrale en ce mois de février. Autre nouvelle économique significative, le volume des échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Russie, qui a atteint son plus bas niveau depuis 1999, l'an dernier, à 67,5 milliards d'euros. Pour comparaison, la Russie et la Chine l'an dernier ont eu des échanges avoisinant 240 milliards de dollars. On en est là. Euh, Puisqu'on parle de Chine, un chiffre, celui des ventes de voitures chinoises d'occasion qui ont augmenté de 69% l'année dernière en Russie à près de 200 000 unités. Enfin, deux dernières nouvelles. Les banques du Kazakhstan, dont j'avais parlé il y a quelques semaines, ont repris la délivrance de cartes de crédit pour les non-résidents, c'est-à-dire pour l'essentiel pour des Russes qui cherchent à se doter de moyens de paiement utilisables en Europe et en Occident de façon générale. Donc le Kazakhstan, dont certains pensaient qu'il était en train de verrouiller un petit peu le dispositif, euh, euh, n'est pas dans une optique apparemment de mettre un terme à ces pratiques. Enfin, et on va en reparler plus en détail la semaine prochaine, le 16e paquet de sanctions européennes, il a été euh, formellement convenu hier
au niveau des ambassadeurs. Il sera officiellement entériné et adopté lundi, le 24 février, à l'occasion du troisième anniversaire du déclenchement de l'intervention militaire russe. Alors, on n'a pas encore tous les détails. Et il est possible qu'il y ait certaines dispositions, justement, qu'il faudra regarder de très près. Que faut-il en retenir? D'abord, la confirmation que l'aluminium russe est dans le collimateur de l'Union européenne. Il y aura une interdiction d'importation, alors partielle dans un premier temps, en 2025, et totale à partir de 2026. Donc un mécanisme en deux temps. 13 banques supplémentaires sont ajoutées à la liste des entités sanctionnées, de même que 73 bâtiments de la fameuse flotte fantôme. Le point le plus intéressant, me semble-t-il, c'est les sanctions qui viseront plusieurs ports et aéroports de Russie. On ne sait pas encore lesquels. Et on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement pour le trafic de passagers, de marchandises, puisqu'une partie, il reste, j'ai dit tout à l'heure que les flux commerciaux entre l'Union européenne et la Russie étaient à leur niveau minimum, mais il y a encore beaucoup malgré tout, d'échanges. Et donc, il faudra voir si, par exemple, le port de Novorossiysk, le port d'Oust-Louga, le port d'autres grands ports commerciaux, Saint-Pétersbourg, sont visés ou pas, et si cela signifie que euh, pour par exemple, les entreprises françaises, il faut imaginer de nouveaux circuits logistiques ou pas. Donc c'est un point à suivre. On regardera très en détail la publication officielle de l'Union européenne. En revanche, plusieurs dispositions initialement envisagées, ou en tout cas poussées par la Commission ou plus récemment par la présidence polonaise, je pense au secteur des semences, je pense également au GNL, eh bien, ces mesures sectorielles n'ont apparemment pas été retenues dans la mouture finale du 16e paquet de sanctions. Quelques mots de politique intérieure et de la société russe. D'abord, selon des sources concordantes, Vladimir Poutine aurait décidé de repousser sine die son adresse annuelle à l'Assemblée fédérale, un choix qui serait motivé par les récents développements autour de l'Ukraine, par les discussions dont on va parler un peu plus tard avec les États-Unis. Donc c'est un élément intéressant. On sait que c'est un rendez-vous symbolique, mais également un rendez-vous politique important à Moscou. Enfin, deux petits éléments d'ambiance. La région de Vladimir, donc à l'est de Moscou, qui va instaurer une allocation grossesse exceptionnelle de 100 000 roubles pour les étudiantes enceintes. Voilà le genre de mesures qui, à mon avis, vont se multiplier à l'échelle du pays et qui renvoient à la grande préoccupation que constitue la démographie et plus particulièrement la natalité en Russie. Un sondage du FOM, qui est l'un des instituts russes bien connus, pas le plus connu mais assez connu, et qui mesure de façon très régulière l'état d'esprit de l'entourage des gens qu'ils interrogent. Et notamment, la question qui est posée, c'est est-ce que vous percevez plutôt de l'inquiétude ou plutôt du calme dans votre entourage? Eh bien, le dernier sondage fait état d'un calme qui prévaut chez 53% des Russes et de leur entourage, et à l'inverse, 40% répondent que domine un sentiment d'inquiétude. La dernière fois que l'inquiétude dominait, était plus importante que le calme, c'était le 1er septembre, au plus fort de l'attaque ukrainienne dans la région de Koursk. Enfin, un déplacement très politique et très personnel aussi du président Poutine à Saint-Pétersbourg. Hier, il a rendu hommage à l'ancien maire de la capitale du Nord, Anatoly Sobchak, qui fut, vous le savez, son professeur de droit au début des années 70 et aux côtés duquel il travailla en tant qu'adjoint en relations internationales à la mairie de Saint-Pétersbourg de 91 à 96. Alors il s'est affiché, et ça a son importance, aux côtés
Ksenia Sobchak, mais également, et peut-être surtout, aux côtés de la veuve de Nathalie Sobchak, Madame Narusova, qui est sénatrice et qui est la seule élue de la Chambre haute du Parlement russe à avoir refusé de façon constante, depuis février 2022, de valider, d'approuver, de voter certaines dispositions liées à ce qu'on appelle ici l'opération spéciale, un positionnement assez étonnant. Elle peut se le permettre, évidemment, en raison de la nature des liens entre la famille Sobchak et le président russe. Ceci dit, elle a été, elle s'est vue privée de son accréditation pour les documents confidentiels du Conseil de la Fédération. Donc voilà, une visite symbolique et politique, intéressante également parce que le président russe a rappelé que Anatoly Sobchak, au début des années 90, très tôt, dès 92, avait, alors même qu'il faisait figure à l'époque de chef de file potentiel avec Yeltsin de la mouvance libérale. En tout cas, il était considéré comme une personnalité de premier plan incarnant cette mouvance libérale. Et bien, très tôt, il s'était inquiété des conséquences politiques de la chute de l'URSS et il avait évoqué très tôt le sort des russophones d'Ukraine. Et donc, hier, Vladimir Poutine, en rendant hommage à Anatoly Sobchak à l'occasion du 25e anniversaire de son décès, a veillé à souligner ce positionnement euh, sur la question ukrainienne dès 1992. Euh, la personnalité de la semaine, et là c'est une transition pour Igor, c'est Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev, le président du Front russe pour les investissements directs qui était présent à Riyad aux côtés de Sergei Lavrov et de Yuri Ushakov. Voilà, de mon point de vue en tout cas, la personnalité de la semaine, la personnalité qui monte. Le chiffre de la semaine, c'est 65 000 roubles. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est le montant de l'allocation mensuelle annoncée par Vladimir Poutine pour les personnes de la région de Koursk qui ont perdu leurs biens à la suite de l'attaque ukrainienne d'août 2024. 65 000 roubles, ça représente le revenu moyen, pardon, le salaire moyen des habitants de Koursk. 65 000 roubles qui représentent à peu près 650 euros. Voilà. Facile, vous n'avez qu'à diviser par 100. Alors, Les plus roubles. tout à fait, parce Plus que tout à fait. Tu as le raison. rouble, et j'en avais parlé la dernière fois, mais ça se poursuit, le rouble se raffermit. Aujourd'hui, le dollar était coté, en tout cas dans le système Forex, à moins de 88, Et l'euro, euh, et l'euro. 90. Euh, voilà, donc ça dure depuis plusieurs semaines. Ça se confirme. Alors, difficile de savoir les raisons, les vraies raisons. Il y a sans doute, bon, ça renvoie au commerce extérieur, à la disponibilité des devises, leur rapatriement, etc. Mais en tout cas, c'est plutôt inattendu. Et donc, 65 000 roubles, ça fait maintenant un peu plus. Est-il toujours des files d'attente devant les distributeurs de billets, des carences d'œufs, de matériaux chauffants, de vêtements, Tel que nous l'avait décrit Bernard-Henri Lévy. Je dois confesser ne plus écouter ni lire Bernard-Henri Lévy depuis un certain temps, même la nuit? surtout la nuit. Bon, merci beaucoup Arnaud, en tout cas pour ces informations qui étaient intéressantes. Igor, tu vas en avoir qui vont nous intéresser aussi, euh, donc plus politique et notamment sur le règlement du conflit. Donc on te donne la parole, Igor. Tu es Merci, aujourd'hui dans un EHPAD à Islamabad, c'est bien cela? presque. Tout près. Oui, merci Président, bonjour à tous. Effectivement, l'actualité diplomatique autour de l'Ukraine qui ne s'est pas ralentie depuis notre dernier briefing, qui a vraiment connu une accélération, j'allais dire, presque quotidienne maintenant depuis le coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump dont on vous a parlé la semaine dernière. Alors, ces derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses. Que je vais essayer de synthétiser. Je vais commencer par le grand, j'allais dire, rendez-vous de mardi, qui était donc la rencontre à Riyad entre les délégations russes et américaines, des délégations de très haut niveau, puisque côté russe, on avait le Sherpa de Vladimir Poutine pour la politique extérieure, Monsieur Yuri Ushakov, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov.
Et face à eux, la délégation américaine avec Michael Waltz, qui est conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, Marco Rubio qui emmenait la délégation, hein, qui est donc le nouveau secrétaire d'État, et Monsieur Witkoff, dont on a déjà parlé, qui est le conseiller spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Donc on voit vraiment une délégation de très haut niveau qui s'est rencontrée non pas à Helsinki, non pas à Vienne, non pas à Genève, non pas à Paris, comme ça aurait pu être le cas il y a encore quelques années, mais au Moyen-Orient, au Golfe, dans le Golfe, à Riyad, pour donc discuter non pas exclusivement d'Ukraine, et c'est intéressant, mais en fait discuter tout simplement de la remise à plat, début de remise à plat, tout du moins, de la relation bilatérale, essayer de mettre de côté l'hostilité qui domine depuis des années et de traiter des sujets, plusieurs sujets bilatéraux. Tout d'abord, refaire fonctionner la relation, c'est-à-dire rediscuter des ambassades qui ont été largement dégarnies de leur personnel au cours de ces dernières années, hein. Donc, on va remonter jusqu'à l'affaire Skripal, mais en réalité, ça avait pu commencer auparavant avec des expulsions ciblées, et puis ensuite des vagues d'expulsions dont on avait d'ailleurs pu parler lors de certains de nos séminaires, hein, qui font que les ambassades aussi bien des États-Unis à Moscou que celles de Russie à Washington fonctionnent, j'allais dire, de façon extrêmement élémentaire, et que des consulats ont été fermés, hein, évidemment celui de Russie à San Francisco et celui des États-Unis à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc tout ceci a été discuté. Il est question de augmenter, j'allais dire, les effectifs de part et d'autre de ces représentations diplomatiques pour qu'elles puissent fonctionner normalement et peut-être plus que normalement. C'est donc un premier gros sujet. Il a été question aussi de rétablir la coopération dans le domaine économique, et notamment il a été question de l'Arctique, un sujet évoqué par Kirill Dmitriev dont parlait Arnaud. Également, il était question de coopération dans le domaine de l'espace. Il a été question et aussi donc question bien évidemment de l'Ukraine, que les deux délégations ont convenu de nommer des équipes de négociateurs de haut niveau. Alors, côté américain, on le connaît, ça va être Kit Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump pour la Russie et l'Ukraine, qui devrait se charger donc d'emmener l'équipe de négociateurs américains. Et côté russe, on attend encore de savoir concrètement sur quelle personnalité va se charger de cette lourde tâche. Mais néanmoins, les deux délégations ont aussi convenu d'un certain nombre de principes dans leur fonctionnement à l'issue de ces discussions donc à Riyad qui ont duré un peu moins de 5 heures, 4 heures et demie, donc sont très très longues. Elles ont été qualifiées d'ailleurs de fructueuses par le président russe, de pas mal par Yuri Ushakov. Donald Trump a parlé de discussions très très bonnes et avec un spectre très large de sujets, donc plutôt quand même une impression générale assez positive, hein, surtout compte tenu de là où on vient. Alors sur les principes, il était question donc de rétablir le fonctionnement normal des missions diplomatiques, de nommer une équipe de négociateurs, de discussions sur une éventuelle coopération géopolitique et économique, mais une fois le conflit en Ukraine mis quand même sur des rails de résolution, et de se livrer à un suivi scrupuleux et actif du processus de négociation. Alors, Fox News a évoqué le fait que les deux délégations ont considéré un plan en trois étapes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc, tout d'abord, évidemment, un cessez-le-feu, puis, deuxième étape, des élections en Ukraine, et dans un troisième temps, la signature d'un accord en bonne et due forme, donc avec les nouvelles autorités, en tout cas le nouveau pouvoir ukrainien sorti des urnes, selon ce plan de paix, hein, enfin ce plan en trois étapes qui a été ébruité par Fox News. Donc voilà, une rencontre qui ne se focalisait pas exclusivement sur l'Ukraine, mais qui était en réalité une rencontre bilatérale avec un agenda assez élargi, et donc considérée plutôt positivement de part et d'autre. Du côté des relations, alors les Ukrainiens évidemment n'étaient pas invités, les Européens non plus, d'abord j'y reviendrai. Monsieur Zelensky était pourtant pas très loin, lundi il était dans le Golfe aussi, mais aux Émirats Arabes Unis, où il a signé un accord économique avec les autorités émiriennes. Puis il est parti en Turquie pour inaugurer une nouvelle ambassade d'Ukraine à Ankara. Il devait se rendre mercredi, donc hier, en Arabie Saoudite. Puis finalement, il a décidé de décaler sa visite au mois de mars, en expliquant que comme il n'avait pas été invité à des discussions qui portaient notamment sur l'Ukraine, eh bien, il n'avait rien à faire en Arabie Saoudite. On a quand même constaté ces derniers jours, et plus spécifiquement ces dernières 24 heures, quand même une dégradation du contexte
américano-ukrainien, avec des déclarations extrêmement dures de la part des hautes autorités américaines concernant spécifiquement M. Zelensky. Donald Trump l'a quand même qualifié de dictateur qui n'était pas élu. Monsieur Musk, qui n'a aucune fonction officielle dans le gouvernement américain, mais qu'on sait extrêmement proche de la Maison-Blanche, l'a traité d'assassin en raison d'une affaire de disparition de journalistes auquel serait lié, selon M. Musk, visiblement Zelensky. M. Vance a surenchéri aussi en expliquant que M. Zelensky avait manqué de respect à l'égard de Donald Trump. Enfin, donc des mots extrêmement durs. Le basculement, en tout cas le retournement, peut être lié au fait que M. Zelensky a refusé de signer l'accord qui lui a été soumis par le secrétaire au Trésor concernant l'appropriation par les États-Unis de 50% des ressources du sol ukrainien. J'en avais parlé la semaine dernière. M. Zelensky a refusé de signer cet accord. Et dans les heures qu'on suivit, on a vu effectivement le ton se dégrader considérablement hein, du côté de la Maison-Blanche à l'encontre de M. Zelensky. Euh, Est-ce qu'on peut parler de lâchage, en tout cas dans la forme, ça y ressemble de plus en plus, et surtout qu'il y a un deuxième lâchage qui est intervenu, et non des moindres, celui de Boris Johnson, hein, hier sur X a fait un post là aussi assez dur à l'égard de l'Ukraine, puisqu'il a appelé finalement les différentes forces à soutenir Donald Trump dans son effort pour finir la guerre en Ukraine. Et on sait que Boris Johnson était quand même un des tout premiers partisans du soutien à l'Ukraine. Avant même l'éclatement de l'opération spéciale, il était déjà venu à Kiev pour signer des papiers, des accords. Il était en tant que Premier ministre. Après l'éclatement du conflit, il était un des partisans les plus fervents du soutien militaire à l'Ukraine. On lui attribue, comme vous le savez, un rôle majeur dans l'échec des pourparlers d'Istanbul en avril 2022, puisqu'on lui attribue à tort ou à raison une influence suffisamment importante sur M. Zelensky pour lui avoir, hein, selon différentes sources qui ont été citées depuis 2 ans, fait que Zelensky a décliné la signature de l'accord d'Istanbul avec les Russes donc en avril 2022. Et même lorsqu'il a quitté le 10 Downing Street, eh bien, M. Johnson est devenu un peu un visiteur du soir, puisqu'il s'est rendu régulièrement à Kiev, alors qu'il n'occupait plus aucune fonction officielle au sein du gouvernement britannique, pour rencontrer donc ses anciens homologues ou anciens collègues ukrainien. Et donc là, le tweet d'hier marque un retournement en quelque sorte, hein, puisque désormais il appelle à soutenir Donald Trump dans, je sais, c'est le tweet de M. Johnson que vous pourrez trouver sur son compte, hein, pour donc finir au plus vite possible ce conflit. Alors, troisième acteur, c'est l'Union européenne, grand absent aussi de la réunion de Riyad, hein. Je rappelle que M. Marco Rubio, secrétaire d'État, avait expliqué que aussi bien l'Ukraine que l'Union européenne n'avait pas vocation à prendre part au pourparlers dans un premier temps, mais qu'il pourrait se joindre au processus dans un deuxième temps. Alors l'Union européenne, elle paraît encore sous le choc du discours de M. Vance à Munich. Elle accuse manifestement encore le coup hein, de ce discours. La France tente de prendre, j'allais dire, la main avec une initiative d'Emmanuel Macron qui a réuni lundi à l'Élysée en sommet extraordinaire certains chefs d'État et de gouvernement européens pour discuter de l'Ukraine, puis mercredi hier, un deuxième sommet, plutôt en format distanciel, hein, en virtuel, avec d'autres chefs d'État de gouvernement européens et le Canada, là aussi pour discuter de l'Ukraine. Alors, le fait que Macron tente de prendre la main n'est pas vraiment, comment dirais-je, surprenant. L'Allemagne est en période électorale. Hein, M. Scholz quittera vraisemblablement ses fonctions dans quelques jours, à l'issue du scrutin du 23. La Grande-Bretagne est en tandem avec la France donc pour cette initiative, essayer de faire, je vais dire, exciter un peu plus l'Europe sur ce dossier qui est entre les mains des Américains et des Russes, hein, ce dossier ukrainien. Alors Macron, là-dessus, peut compter sur le fait qu'il a été un des premiers, on s'en souvient, il y a quelques années, à parler d'autonomie stratégique de l'Europe, à parler de mort cérébrale de l'OTAN. Il a été un des premiers l'an dernier, à la stupeur de nombre de personnes, d'observateurs, à parler de déploiement de troupes en Ukraine. C'était pratiquement il y a un an, peut-être pas jour pour jour, mais quasiment, hein, où il prenait un peu tout le monde à contre-pied en disant qu'on ne pouvait pas exclure d'envoyer des soldats dans la région, notamment d'Odessa. Donc il a un petit peu pris date sur tous ces sujets-là, ce qui lui donne une forme, j'allais dire, de légitimité pour essayer de créer une dynamique avec les autres Européens. Alors, il est prévu que Macron et Starmer, donc Premier ministre britannique, se rendent à Washington lundi ou mardi pour rencontrer Donald Trump.
De quoi va-t-il être question? Très certainement de la place de l'Union européenne, garantir à l'Union européenne une place dans le processus de règlement du conflit en Ukraine et de la question extrêmement épineuse des garanties de sécurité pour l'Ukraine, dont on sait que les Américains ne veulent plus se charger, hein, j'en avais parlé la semaine dernière, et dont on sait qu'Emmanuel Macron continue de promouvoir l'idée de déployer des troupes de maintien de la paix, comme il les appelle, en Ukraine, une fois le cessez-le-feu entré en vigueur. Sauf que lundi, au sommet de l'Élysée, des, comment dirais-je, des partenaires européens et non des moindres ont fait savoir qu'ils ne suivraient pas. Alors, la Pologne, déjà, elle l'avait déjà dit, Macron, souvenez-vous, s'était rendu en décembre à Varsovie pour rencontrer M. Tusk. Et j'en avais parlé lors d'un des séminaires de décembre. Tusk avait dit que la Pologne n'enverrait personne, n'enverrait aucune troupe en Ukraine, y compris après un cessez-le-feu. Les Allemands campent sur leur position aussi. Monsieur Scholz, si je ne me trompe pas, a qualifié cette initiative de déplacée, hein, ce sont ses termes. Et de toute façon, dans quelques jours, il va très certainement quitter ses fonctions, même s'il va les occuper pour faire le tuilage en attendant qu'une nouvelle coalition se monte et qu'un nouveau gouvernement se monte, ce qui, au passage, en Allemagne peut prendre des mois, plusieurs mois, jusqu'à 6 mois parfois. Et Madame Meloni, elle, a été assez dure, puisqu'elle a d'abord expliqué qu'elle avait particulièrement apprécié le discours de Monsieur Vance à Munich, et que d'autre part, elle allait en substance s'aligner sur les décisions qui seraient prises à Washington. Donc finalement, les Français et les Britanniques sont un peu seuls. On parle sur le papier pour l'instant, hein, d'une force de 30 000 hommes. On comprend que les Britanniques pourraient en apporter jusqu'à 10 000, probablement qu'ils ne pourront pas faire beaucoup plus. Les Français, pratiquement le reste, mais ça reste encore très théorique, surtout que le principal problème, c'est que les Russes n'en veulent pas. Les Russes ont fait comprendre qu'il était hors de question qu'il y ait une présence de troupes de l'OTAN sous quelque mandat que ce soit en Ukraine à l'issue d'un cessez-le-feu. En tout cas, c'est pas un élément de manière à inciter les Russes à jouer le jeu du cessez-le-feu, en tout cas de jouer le jeu des discussions pour aller vers le cessez-le-feu. Et on en revient quelque part aux causes de toute cette affaire. Donc, pour l'instant, la situation, en quelque sorte, en est là. On a un Occident que les Russes appelaient collectif, qui est de moins en moins collectif en réalité, puisqu'on voit que les Américains et les Européens sont quand même sur des portages de plus en plus différents, d'ailleurs pas que sur l'Ukraine. Donc un fossé qui se creuse, et au sein même de l'Europe, on voit qu'il y a aussi des divisions entre ceux qui sont prêts à envoyer des troupes en Ukraine, ceux qui ne le sont pas, ceux qui attendent que le moment opportun pour se réaligner sur Washington et donc prendre leur distance à l'égard de l'Ukraine. Donc un Occident divisé, de moins en moins collectif, Zelensky qui vit une de ces semaines probablement les plus dures, avec des mauvaises nouvelles quasiment tous les jours qui tombent, qui, du point de vue de Trump, fait probablement figure d'actif toxique dont il faut se débarrasser, et des garanties de sécurité qui semblent quand même encore très hypothétiques. Alors je terminerai par là, pour ce qui est de la force d'interposition, si on veut en imaginer une, on veut avancer, on pourrait imaginer une force d'interposition composée de pays qui viennent du Sud à ce moment-là, avec peut-être des Brésiliens, des Nigérians, j'en sais rien, qui pourraient être envoyés, parce que là, c'est certain que les Russes, a priori, n'iraient pas, comment dirais-je, leur tirer dessus. Mais est-ce que les Ukrainiens sont prêts à l'accepter? Est-ce que les Occidentaux sont prêts à l'accepter? Voilà. C'est une grande question. Voilà, Président, je m'arrête là pour la présentation. Merci, merci beaucoup Igor, c'était très clair. Mais cette discussion sur l'envoi des soldats européens semble un peu surréaliste, puisque déjà, comme tu le faisais remarquer si bien, il n'y a aucun consensus en Europe. Et ensuite, de toute façon, les Russes vont dire non. Donc on ne voit pas très bien pourquoi cette discussion continue aussi longtemps. Ben, parce qu'il y a une question de crédibilité, il y a une question de sauver la face, et je pense que Macron va aussi aller à Washington pour essayer de remettre les Américains dans le coup, puisque en Europe, parmi ceux qui seraient d'accord en théorie, je dis bien en théorie, pour envoyer du monde en Ukraine après un cessez-le-feu, certains disent on le fait si les Américains le font. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu d'ailleurs au cours de cette crise, hein. D'abord sur les livraisons d'armes, on va livrer les tanks si les Américains livrent les tanks. C'était la position des Allemands, par exemple. Bon. Le problème, c'est que les Américains ne veulent pas y aller. Et d'ailleurs, Biden, pour le coup, l'avait dit au premier jour de ce conflit. Il a dit les Américains n'enverra pas une seule troupe, un seul soldat en Ukraine. Et pour ce qui était de cimenter le cessez-le-feu, on avait compris qu'il n'était pas non plus très très chaud, entre guillemets, pour envoyer du monde, y compris après un cessez-le-feu. Donc là, Trump, il prolonge, mais dans son style,
quelque chose qui, sur le fond, est quand même était relativement déjà acté par l'administration précédente. Et M. Zelensky n'a eu cesse de répéter ces derniers jours, avec un petit changement dans les dernières heures pratiquement, que seuls les Américains étaient capables de présenter des garanties de sécurité crédibles et qu'il fallait absolument qu'ils soient dans le coup, sinon, selon M. Zelensky, la Russie n'hésiterait pas à relancer une offensive. Là, il a un petit peu changé ces dernières heures parce qu'il a compris que les Américains étaient en train probablement de le lâcher et qu'il fallait désormais jouer avec les Européens. D'accord, merci. On a un certain nombre de questions, mais la première, justement, c'était sur la visite de Macron et Sterner à Washington. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir, les discussions vont-elles pouvoir avoir un impact sur les négociations ukrainiennes? Pour l'instant, il n'y a pas de négociation proprement parler sur comment on termine le conflit. Excuse-moi, oui. Ouais, pour l'instant, il y en a pas. Pour l'instant, les Russes et les Américains sont en train essayer de créer les conditions propices pour que de leur point de vue à eux, hein, évidemment, hein, pour que ces négociations aient lieu. Donc, les équipes vont être constituées. Il y a des sujets quand même de discussion qui vont être avec un ordre du jour qui va être très certainement établi. Donc, c'est pour ça que Macron avec Starmer vont à Washington avant qu'on rentre dans le dur du sujet. C'est-à-dire, ils essayent d'avoir pris sur ce processus. Et avant une probable rencontre Poutine-Trump, que Trump annonce avant la fin du mois, c'est-à-dire finalement sous 8 jours, Mm. la partie russe étant un peu plus prudente sur les délais, mais encore une fois, les choses, et ça je ne suis pas certain que tout le monde le mesure, c'est de l'accélération phénoménale. Toutes les heures, il y a une déclaration à Washington ou à Russie, et les dernières déclarations, en tout cas juste avant notre briefing, c'était que la partie russe souhaitait pleinement voilà, s'engager dans la préparation de ces rencontres, accélérer les choses. Voilà, donc il y a effectivement une course sur ces différents axes de négociation, de discussion. Un axe russo-américain qui va très vite, malgré l'ampleur de l'héritage, hein. Le legs est lourd et complexe, mais il y a à l'évidence une volonté d'avancer. Et de l'autre côté, Igor vient d'en parler, les Européens qui sont désemparés et qui vont essayer euh, de- d'avoir l'oreille de Trump, sans mauvais jeu de mots, et en tout cas d'essayer de le convaincre de revenir à un logiciel plus classique. Mais ce qui est très frappant, et je ne sais pas si Igor partage mon avis, mais c'est que la dimension transgressive de la politique de Trump dans ce dossier précis prend de plus en plus d'ampleur chaque jour. Les tabous tombent et l'approche transactionnelle devient de plus en plus désinhibée, cette histoire de terres rares en étant l'illustration la plus probante. Il y a une question que l'on nous pose un petit peu différemment, mais quel peut être l'impact de de ce nouvel axe russo-américain sur les relations russo-chinoises? Ça, c'est une grande question. Alors, il n'y a pas d'axe russo-américain. Il y a, disons, une dynamique nouvelle, spectaculaire, parce que, pas inattendue, mais qui contraste très fortement, évidemment, avec ce qui se passait sous l'administration de Trump. Euh, D'où part-on? On part d'une relation russo-chinoise qui est montée en puissance ces dernières années et qui a pris une valeur centrale dans la vision russe. On sait par ailleurs que chez Trump, la Chine fait figure d'adversaire géopolitique numéro un et que la tendance est plutôt de réorienter l'attention et l'effort politique des États-Unis de l'Europe vers l'Asie. Voilà un petit peu le cadre général. Et qu'il se dit beaucoup à Washington, et on écrit beaucoup dans la presse anglo-saxonne, que l'un des objectifs de Trump pourrait être d'essayer de dissocier la Chine de la Russie, ou plutôt la Russie de la Chine. Alors qu'en est-il vraiment? Je rappelle que Vladimir Poutine a appelé son homologue chinois il y a une dizaine de jours avant l'officialisation de ce feu d'artifice russo-américain. Ce qu'on entend ici à Moscou, de sources très diverses, c'est que personne n'envisage sérieusement de sacrifier le partenariat avec la Chine.
côté russe. C'est un actif majeur et c'est même un atout aujourd'hui pour la Russie dans ses discussions avec les États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a un rééquilibrage? Disons que l'objectif fondamental de la Russie, c'est de retrouver des marges de manœuvre à l'égard des États-Unis, de l'Occident si les Européens entrent dans une discussion, mais certainement pas de sacrifier ce grand acquis de la relation russo-chinoise, même si elle n'est pas parfaite, hein, au profit d'un nouveau partenariat avec les Américains. Par contre, voilà, être courtisé de part et d'autre, ça oui, et retrouver des marges de manœuvre. Alors, la Chine, pour l'instant, est plutôt silencieuse, mais on peut penser qu'elle observe de très près, évidemment, ce dialogue entre Moscou et Washington, mais mesurer le degré d'inquiétude est quelque chose qu'il est pour l'instant difficile de faire, en ce qui me concerne en tout cas. Ouais. Alors, il y a eu une communication, hein, des Chinois suite à la réunion de Riyad, qui disait en substance que toutes les parties devaient être autour de la table pour les négociations. Donc quand même, singularisation un peu par rapport à ce duopole, on va dire, russo-américain qui s'établit qui se rétablit tant bien que mal sur cette question-là, qui rapproche la Chine de la position des Ukrainiens et des Européens qui sont sur la touche, hein, pour l'instant, de fait. Mais effectivement, moi, je n'exclus pas que pour les Américains, des objectifs de in fine, hein, de cette séquence sur l'Ukraine, ça soit d'à parvenir à un accord qui règle le conflit en Ukraine, qui mette sur des rails, mais aussi qui permette par la même occasion, qui s'inscrivent dans une stratégie de néo-containment de l'expansion de l'influence et d'économie chinoise. C'est-à-dire pour les Américains, à mon avis, ça doit jouer le double rôle. On voit que Trump, sur les terres rares, par exemple, ne peut pas exclure que pour Trump, c'était de l'accaparement préemptif du sol ukrainien pour éviter que les Chinois mettent la main dessus. On en a parlé la semaine dernière. On voit qu'il a évoqué lundi ou mardi, ou peut-être mercredi, je ne sais plus, un sommet trilatéral Russie, Chine et États-Unis sur le contrôle des armements nucléaires. Et là, il veut tordre le bras aux Chinois pour les mettre à la table des discussions et plafonner leur production d'armes nucléaires et l'encadrer, etc. Là, on revient sur des choses que j'avais déjà évoquées qui remontent à la première administration Trump. Et là, la coopération sur l'Arctique, on peut imaginer que du point de vue des Russes, comme le disait Arnaud, c'est aussi un moyen de rééquilibrer un peu entre les investissements chinois, les investissements américains qui sont complètement disparus ou qui sont complètement disproportionnés par rapport à ce que font les Chinois. Donc pour les Américains, ça peut être aussi un moyen, donc cet accord, de rentrer plus largement dans une stratégie globale déjà de confrontation avec les Chinois. Deux petites choses supplémentaires. S'agissant de la Chine, pour revenir à la question, je ne serais pas étonné que le président Macron ou d'autres dirigeants européens prennent langue dans les prochains jours avec la direction chinoise pour parler de l'Ukraine, pour voir si la Chine ne pourrait pas voilà, les soutenir ou en tout cas entrer dans la danse diplomatique. Le deuxième point, on va faire un petit peu de pub pour l'Observatoire et signaler, alors malheureusement je ne l'ai pas pris avec moi, mais signaler le remarquable petit livre que nous avons publié à la rentrée en septembre. Il s'intitule L'Arctique russe, nouveau front stratégique, co-rédigé par Jean Radvani et Marlène Laruelle. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies et bien au-delà, comme on dit, publié aux éditions de l'Inventaire. C'est une très belle synthèse, très à la fois érudite et accessible, des intérêts stratégiques russes en Arctique, une région dont on parle beaucoup en lien avec les poussées annexionnistes au Groenland ou peut-être demain en lien avec la coopération russo-américaine dans cette région. Et le livre est réellement intéressant, donc je ne peux que vous conseiller de le lire si vous êtes intéressé par cette région. Arnaud, tu ne veux pas parler non plus de nouvelles publications que tu viens de mettre? Oui, alors c'est une publication qui est réservée aux membres de la Chambre de commerce, donc ça ne concerne pas tous nos auditeurs, mais en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, avec la densification de notre offre analytique, briefing, mais également une note en russe et en français. Au minimum une fois par semaine, sans doute plus, on va s'adapter à l'actualité. L'objectif, c'est de regarder les réactions et les analyses en Russie sur ce dossier du règlement du conflit ukrainien, avec quelques lignes d'analyse à chaque fois de ma plume et de celle d'Igor.
Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Observatoire et des équipes de la Chambre pour obtenir ce nouveau produit. On nous pose une question, je ne sais pas si elle est exacte, mais on nous dit pourquoi la Russie est pressée. Euh, et je ne suis pas sûr que ce soit exact. Non, les États-Unis, à l'évidence, sont pressés. Euh, euh, Quoi qu'il en coûte, mettre un terme à ce conflit, on sent vraiment une volonté de se débarrasser de ce dossier ukrainien qui, et c'est peut-être sous-estimé dans les visions françaises, européennes, ça vaut du dossier ukrainien, ça vaut pour M. Zelensky en particulier, est identifié, Igor parlait d'actifs toxiques, est identifié à l'administration Biden. Il me semble que dans la vision de Trump et de son administration, finalement, Zelensky, c'est un héritage un fâcheux euh, de cette présidence Biden. Et donc, voilà, et on connaît le niveau d'aversion, le niveau chez Trump vis-à-vis de son prédécesseur. Donc, ce sont les États-Unis qui sont pressés d'en finir. La Russie, je pense que si les États-Unis offrent sur un plateau voilà, des conditions très favorables, pourraient accepter une fin rapide du conflit. Mais encore une fois, souvenons-nous que pour les Russes, l'hypothèse d'un simple cessez-le-feu n'est pas acceptable, pas plus que celle d'un déploiement de troupes occidentales en Ukraine. Ce que veut Poutine, ce n'est pas conquérir 2 ou 3 villages supplémentaires en Ukraine, c'est remettre à plat la relation russo-américaine et par extension l'architecture de sécurité en Europe. Donc, il a plutôt le temps. Lui n'est pas pressé. Je dirais même qu'il n'a aucun intérêt à accélérer les choses, parce qu'au rythme où elles vont, des déclarations américaines sur l'Ukraine, des divisions en Europe, à la place de Poutine, on le laisserait venir finalement. Je pense que c'est surtout que sur le terrain et d'un point de vue militaire, les troupes russes avancent. Donc, c'est très frappant tout de même ce changement de perspective, ou en tout cas cette confirmation, on l'a dit hein, avec Igor très régulièrement, que la direction russe considérait que le temps jouait pour elle. C'était pas vraiment ce qu'on entendait en France ni en Occident, sur les plateaux de télévision ou ailleurs. Aujourd'hui, ça devient franchement évident. Donc non, il n'est pas pressé. Sur un sujet un petit peu différent, mais plus économique, on nous demande si les entrepreneurs russes s'inquiètent d'un possible retour des concurrents étrangers. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on en soit là. D'abord, voilà, on est au tout début d'un processus. Alors certes, Kirill Dmitriev, dont on a parlé tout à l'heure, a fait des déclarations à Riyad évoquant un délai de 2 à 3 mois pour enregistrer des progrès significatifs dans le partenariat économique russo-américain. C'est une déclaration qui a marqué les esprits. Et on voit des anticipations positives chez beaucoup d'acteurs, russes ou étrangers. On voit que beaucoup de sociétés occidentales qui sont partis ou qui ont réduit la voilure s'interrogent publiquement sur d'abord leurs possibles erreurs en 2022 et sur de possibles stratégies de retour. Ça aussi, ça ne va pas se faire tout de suite, mais ça veut dire que les termes du débat ont complètement changé en quelques jours. Il y a un effet de souffle en provenance des États-Unis euh, qui, à mon avis, n'est pas terminé. C'est très visible dans le champ diplomatique, mais ça va se voir aussi dans le champ économique. Alors les acteurs russes, non, d'abord, il s'exprime assez peu. Madame Nabiulina, patronne de la Banque centrale, a tenu ces dernières heures à calmer les esprits en expliquant que, par exemple, le retour de Visa et de Mastercard en Russie, qui avait été évoqué sur Telegram, n'était pas l'affaire de quelques semaines, que c'était pas à l'ordre du jour, que c'était pas discuté, pas plus que la levée des sanctions. Enfin, on a l'impression qu'il y a eu un emballement très spectaculaire. Les gens ont commencé à envisager des choses qui paraissaient inimaginables il y a quelques jours. Euh, Ce qu'on croit percevoir, c'est que cette perspective est réelle, mais que ce n'est pas l'affaire de quelques jours, ni de quelques semaines. Par contre, encore une fois, il y a un effet désinhibant de toutes ces déclarations. Quand M. Dmitriev parle à M. Vitkov ou à d'autres, ça, évidemment, ça donne des idées, ça indique que le champ des possibles s'élargit, dans le domaine économique en particulier. Il faut aussi noter des déclarations à la fois de la Douma et de Mme Zakharova, la porte-parole du MID. Bon, le MID n'a jamais été particulièrement compétent sur Le la... ministère des Affaires étrangères. Pardon.
Je m'explique en petit nègre, comme on dit, rive droite à Paris. Donc, le MID, le ministère des Affaires étrangères, n'a jamais été particulièrement compétent pour la régulation des affaires économiques. Ce n'est pas son champ d'activité, en tout cas essentiel. Donc, Madame Zakharova a expliqué que le retour des entreprises se ferait à un prix considérable, avec une tonalité assez vindicative, mais qui est sans doute une manière également de faire monter les enchères avant ce qui ne manquera pas d'arriver, c'est-à-dire la grande foire d'empoigne pour le retour sur le marché russe. Elle a cité un certain nombre de marques, toutes européennes. Aucune marque américaine n'a été citée, ce que nos amis de la Chambre américaine de l'AmCham n'ont pas euh, manqué de noter. Voilà. Et la Douma a également présenté un projet de loi, si je ne me trompe, ou alors corrige-moi Arnaud, qui limiterait de manière assez drastique les processus de retour des entreprises qui auraient quitté le marché russe durant les 3 dernières années. En tout cas, il me semble évident que pour l'administration américaine actuelle, cette question de refaire du business avec la Russie est importante. En tout cas, c'est une partie de l'équation. Et côté russe, c'est aussi un moyen de l'intéresser, en tout cas de mettre sur la table quelque chose qui induit des possibles concessions américaines dans le dossier ukrainien. Et probablement ce que souhaite faire l'administration américaine, mais c'est de favoriser euh, un retour des entreprises américaines à des conditions préférentielles et surtout avant les Européens. Et ça, c'est notre Moi, grande inquiétude en tant que Français et Européens, c'est effectivement que va obtenir Trump dans ces négociations, parce que tous les avancées économiques qu'il obtiendra se feront au détriment de l'Europe et de la France en particulier. Igor, tu voulais dire quelque chose? ouais, en un mot, juste dire qu'il faut regarder la conditionnalité aussi, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que pour les Russes aussi, il y a un enjeu, c'est celui des sanctions et d'obtenir la levée partielle ou le réaménagement de certaines d'entre elles pour que ces entreprises puissent aussi revenir sur le marché. Alors pour les Américains, évidemment, ils lèvent à peu près ce qu'ils veulent comme ils veulent. Bon, après, il y a les sanctions qui sont des executive orders, donc que Trump peut lever très rapidement, en fait. Puis les sanctions qui doivent passer devant le Congrès. Et là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais par exemple, pour les Asiatiques, notamment les Japonais et les Sud-Coréens qui ont suivi jusqu'à présent, à mon avis, eux, ils vont s'aligner sur les États-Unis. Et le jour où les Américains décident de lever certaines choses et de reprendre certains aspects liés au business avec la Russie, je serais pas surpris que les Sud-Coréens et les Japonais emboîtent le pas, parce que eux aussi, ils font à peu près ce qu'ils veulent en ce domaine-là. D'ailleurs, on a déjà vu des ballons d'essai, c'était même un peu plus que des ballons d'essai, d'ailleurs, qui ont été jetés dans la presse, notamment sur le domaine de l'automobile, puisque la presse sud-coréenne a évoqué des retours possibles de Hyundai, Samsung, LG, donc des grandes marques sud-coréennes en Russie. On sait que certaines entreprises avaient très probablement inclus dans les contrats de cession de leurs actifs pour une bouchée de pain des clauses de retour, avec des dates, etc., etc. Bon, les clauses vont peut-être être activées, peut-être qu'il faudra. Enfin voilà, on voit que les choses vont probablement avancer de ce côté-là, mais là aussi en fonction de ce qui se passe entre les Russes et les Américains. Un petit signal convergent, le nouveau ministre japonais des Affaires étrangères a fait des déclarations remarquées en faveur de la reprise d'un dialogue pragmatique avec la Russie. Donc voilà, et on sait que beaucoup d'entreprises japonaises sont restées ici de façon discrète. Donc effectivement, on pense souvent États-Unis et Europe, mais ces deux acteurs, sud-coréens et japonais, sont importants d'un point de vue économique ici. Ça va être intéressant d'observer ce qui va se passer au Forum de Saint-Pétersbourg et au Forum de Vladivostok, respectivement en juin et en septembre de cette année. Et la Chambre y sera présente, mezzo voce, mais yeux et oreilles ouverts. J'espère qu'on ne sera pas mésavotché. Euh, mais Notre rôle de faire des déclarations politiques, ça n'a pas jamais été. politique, non, mais économique, oui. Euh, ce que l'on constate, c'est qu'on parle déjà du retour de Boeing. Alors, je ne sais pas s'il va être fait ou non, mais on parle déjà du retour de Boeing et pas de celui d'Airbus. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé en Iran lorsque Boeing est retourné en Iran, mais les Américains ont interdit à Airbus de revenir. Donc, les,
Parce que les sanctions américaines, comme tu le disais si bien, Igor, doivent être levées par le Congrès, ce qui est très difficile. Mais il y a un acteur qui juge des sanctions, c'est l'OFAC, donc l'organisme qui gère toutes les sanctions, et peut donner l'autorisation à Boeing de revenir malgré les sanctions. Il ne le donnerait pas à Airbus. Ah oui, à Airbus. C'est le moment pour remercier nos amis de Bercy pour le soutien sans faille qu'ils accordent aux entreprises françaises dévouées à leur travail sur le marché russe. Sur ces bonnes paroles, on vous remercie beaucoup. Je crois que nous allons clore le débat aujourd'hui. Alors, je vous rappelle le changement de rythme de nos briefings. Nous allons en avoir 2 par semaine, lundi et jeudi à 17h30. Celui de lundi est consacré exclusivement aux aspects diplomatiques et au règlement du conflit ukrainien. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Le jeudi sera comme nous l'avons eu aujourd'hui. Pavel? Donc GMT plus 3, Paris plus 2, en attendant, dans un futur pas si lointain, que Paris passe à l'heure de Moscou. Le- on, on parle surtout de 17h30, donc 15h30 heure de Paris pour l'instant. Voilà. Donc il nous reste qu'à vous remercier pour votre écoute Tenez bon, il n'y en a plus pour longtemps. et la CCIFR reste à vos côtés. Merci, au revoir.